Midi Info. Après des groupes écologistes des villes comme Laval, Lévis, la communauté métropolitaine de Montréal, c'est maintenant l'Union des producteurs agricoles qui se prononce officiellement sur le projet Énergie-Est de TransCanada, le léoduc qui fait parler tout le monde. D'habitude, l'UPA ne se prononce pas sur des projets énergétiques, mais là, elle sort de sa réserve et elle est vraiment contre ce projet-là. On va en parler avec le président de l'UPA, Marcel Groslot. Monsieur Groslot, bonjour. Oui, bonjour, M. Auger. C'est pas dans vos habitudes de vous prononcer sur des questions énergétiques comme ça. Pourquoi, cette fois-ci, c'est important que l'UPA soit dans le débat sur Énergie-Est? En fait, c'est signe des temps. Là. Les producteurs agricoles des différentes régions où le pipeline que le pipeline traversera ont tenu des rencontres, ont tenu des réunions, ont discuté. Puis, des régions se sont prononcées contre. D'autres régions se sont dit très inquiètes. Les demandes à TransCanada sont importantes. Donc, il y a beaucoup de réserves. Puis je crois que ça s'inscrit dans la réflexion générale de la société. Est-ce que on doit encore investir dans le développement, le déploiement de l'industrie pétrolière? Je crois que ça s'inscrit dans cette vague-là. De quoi vous avez peur surtout? Est-ce que c'est qu'on ne décarbonise pas l'économie assez rapidement, donc on continue d'investir dans le pétrole, ou si c'est la possibilité de déversement de ce pipeline-là? Évidemment, ce déversement-là a des grosses chances de se passer sur des terres agricoles. Il passe beaucoup sur les terres agricoles. En fait, 75% du tracé est soit en terre agricole ou en secteur forestier. Naturellement, on a entendu beaucoup de commentaires sur les risques de déversement. C'est sûr que ça inquiète beaucoup les producteurs. L'autre élément, c'est la taille de l'ouvrage. Ce pipeline-ci aurait plus d'1 mètre de diamètre. Donc, c'est sûr que les travaux nécessaires pour enfouir un ouvrage comme celui-là à une profondeur de 1,6 mètre exigent des très gros travaux d'excavation pour pouvoir faire ça. Donc, l'impact sur les terres risque d'être important. Il y a aussi toute la question du... on paie pour les inconvénients subis, mais par la suite, les producteurs n'ont aucun loyer du passage du pipeline, du passage du pétrole dans ce pipeline-là. Alors, nous, on n'a que les inconvénients pendant la construction et on a les inconvénients après la construction. Donc, lorsque les producteurs considèrent tout ça, se disent non, pourquoi encore cette fois-ci? Et se disent non, on n'en veut pas. Donc, c'est vrai qu'on sort de notre réserve, mais je vous dirais que depuis quelque temps, que ce soit pour des lignes électriques, que ce soit pour des pipelines, des routes ou autres, il y a de moins en moins d'acceptabilité, on dit sociale, mais d'acceptabilité de la part de nos producteurs également. Oui. Pour la question qu'il faut mettre fin aux investissements dans le pétrole, les gouvernements se préparent à dire, M. Trudeau le dit déjà très ouvertement, puis on sent un peu la même chose au gouvernement du Québec, de dire, écoutez, il y a une transition à faire, il faut sortir du pétrole, mais on ne sort pas demain matin, puis en attendant, il va en falloir, puis pour ça, il faut Énergie-Est. En fait, du pétrole, avant Énergie-Est, on en avait, puis on va continuer d'en avoir. Là, on n'a pas, ici au Québec, je crois pas que par le fleuve Saint-Laurent et les autres accès, qu'on soit un jour privé de pétrole parce que le pipeline ne traversera pas la province. Là. Alors, je crois que ça, c'est un faux débat. Le point aussi, c'est, nos gouvernements tiennent un discours un peu contradictoire. À la fois, on est allé à Paris en décembre dernier. Le Canada et le Québec ont parlé haut et fort pour favoriser la transition vers les énergies vertes. On le voit ici, là, le gouvernement du Québec a déposé sa politique énergétique, puis on tend vers les énergies vertes, puis on veut encourager l'utilisation des énergies vertes. Alors, il y a un peu... le gouvernement ne s'est pas prononcé encore, québécois ne s'est pas prononcé sur le passage de ce pipeline-là, mais c'est sûr que c'est quand même des messages contradictoires que la société reçoit. Et on a, je crois, un défi à relever, de décarboniser notre économie. En agriculture, on y contribue beaucoup. Et malheureusement, c'est peu reconnu et les producteurs agricoles ne peuvent pas vraiment en profiter. Je m'explique. Par exemple, on a changé nos pratiques culturelles. On fait beaucoup plus de semis-directs. On pratique l'utilisation des engrais verts. C'est toutes des méthodes qui permettent d'enfouir le carbone dans le sol. Mais moi, comme producteur agricole, je ne peux pas participer
participer à la bourse sur le carbone, par exemple. Parce que mon entreprise est trop petite, puis c'est impossible pour un producteur agricole de profiter ou de tirer profit des changements qu'il applique chez lui. Donc, lorsqu'on regarde quel effort devra-t-on faire dans l'avenir pour répondre aux engagements du Canada et du Québec en regard des réductions des gaz à effet de serre, quel effort demandera-t-on à l'agriculture? Et parallèlement à ça, le Canada et le Québec participeraient à un développement d'une infrastructure qui augmenterait nos productions de gaz à effet de serre ici au Canada. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion plus large à faire que uniquement quel est l'impact du passage du pipeline sur nos terres. Vous avez rencontré les représentants de TransCanada à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Comment ça s'est passé, ça? Nos relations avec eux sont bonnes, puis on continue de discuter. Ils n'ont pas encore agréé à nos demandes. Nous, on souhaite que si jamais le pipeline était construit, que sa profondeur d'enfouissement soit de 1,6 mètres, parce que c'est moins risqué pour les travaux que les agriculteurs vont faire sur le pipeline, plutôt que 1,2 mètres. Il y a tout l'impact aussi sur le drainage des terres. Parce que lorsque le pipeline traverse, il ne traverse pas nécessairement dans le sens des drains que les agriculteurs ont installés. Donc, si le pipeline traverse perpendiculairement les systèmes de drainage des terres, ben c'est très compliqué pour les agriculteurs. Effectivement. Il y a toute la question aussi de l'assurabilité des fermes où le pipeline passe. Là, on a su que sur les fautes, s'il y a une faute grave, les producteurs seraient tenus responsables. Donc, nos compagnies d'assurance ont mentionné qu'ils ne pourraient pas assurer un risque comme celui-là. Donc, il y a plusieurs questions encore à se poser. Puis la question aussi qui reste à trancher, je crois, puis c'est valable pour le pipeline et pour les autres transports d'énergie, c'est le loyer à verser aux producteurs pour les inconvénients perpétuels qu'ils subissent. Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles, qui est sorti contre le pipeline NRJS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, M. Au revoir. Là-dessus,